Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la fête de la science numérique de l'Observatoire de Paris. Donc l'Observatoire de Paris, c'est un grand établissement de recherche, d'enseignement et de la diffusion de la culture scientifique vers le grand public. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ici ce soir. Un programme très riche et varié. Vous pouvez aller sur le site et constater qu'il y a des conférences tous les soirs, des ateliers pour les scolaires, des contenus scientifiques accessibles en continu, comme des visual novels ou des quiz, et aussi des conférences pour les jeunes. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Océane Barraud. Bonsoir. Bonsoir. Océane Barraud, vous êtes doctorante à l'Observatoire de Paris. Oui. Votre thèse porte sur la nature du volcanisme à la surface de Mercure. Oui. Et vous faites partie des 10 lauréates à avoir été sélectionnés pour porter le livre bande dessinée Science en bulle du ministère de l'Éducation nationale. Et ce livre BD que l'on a ici met en lumière le travail de recherche des doctorants. Peut-être l'occasion pour nos internautes de poser des questions sur le travail de doctorante à l'Observatoire de Paris. Eh bien, sur ces mots, je vous laisse la parole pour vous parliez donc de la mission Bepi Colombo et son voyage vers la planète Mercure. Oui, merci Alain. Donc bonsoir à tous. Donc comme l'a dit Alain, je suis Océane Barraud et ce soir je vais vous parler de la mission Bepi Colombo et surtout de son incroyable périple vers Mercure. Alors, le plan de ma présentation va être le suivant. Je vais commencer par une brève introduction sur la planète Mercure. Ensuite, je parlerai des objectifs de la mission Bepi Colombo, la mission en elle-même, et enfin, on terminera par le voyage de cette mission vers la planète Mercure. Donc Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Elle atteint un demi-grand axe d'environ 57 millions de kilomètres. Et c'est la plus petite planète de notre système solaire. Elle fait partie des 4 planètes telluriques. Sa surface, en apparence, elle ressemble beaucoup à la Lune. Sa surface est grise, recouverte de poussière, qu'on appelle du régolithe, et elle est très cratérisée. Elle est légèrement plus sombre que la Lune. Voici sa surface. Et Mercure, en quelques chiffres, c'est un rayon de 2440 km, tandis que celui de la Lune est de 1737 km, donc Mercure est légèrement plus grande que la Lune, une période de rotation d'environ 59 jours, une distance au Soleil, donc on l'a dit tout à l'heure, de 57 millions de kilomètres, comparée à la Lune, dont la distance au Soleil est 3 fois plus grande. Et donc, cette proximité au Soleil implique des températures extrêmes à la surface de Mercure, avec des températures pouvant varier de moins 180 à plus 430 degrés Celsius, comparé à la Lune où ça peut varier entre moins 170 et plus 120. Donc on va avoir un écart de température de plus de 600 degrés Celsius à la surface de Mercure, ce qui est à peu près le double de ce qui se passe à la surface de la Lune. Donc Mercure, c'est la planète tellurique la moins explorée de notre système solaire. Seulement 2 sondes s'en sont approchées. Mariner 10 dans les années 1970. Alors ce qu'il faut savoir sur Mariner 10, c'est que c'est une mission qui à la base était prévue pour l'étude de la planète Vénus. Et grâce à des calculs de mathématiciens, dont on reparlera un petit peu plus tard, Mariner 10 a pu survoler la planète Mercure à 2 reprises, une première fois en 1974 et une seconde fois en 1975. Et donc ces 2 survols ont révélé de nombreuses surprises, de nombreuses découvertes sur la planète Mercure qui ont motivé l'agence spatiale américaine, donc la NASA, à créer une nouvelle mission à destination de Mercure et cette mission c'est Messenger. Elle est partie dans les années 2000 en direction de Mercure et elle a survolé pour la première fois Mercure en 2008. Et enfin, en 2011, elle s'est placée en orbite autour de la planète jusqu'en 2015 où elle s'est crashée volontairement à la surface de la planète pour mettre fin à la mission. Donc ces 2 missions ont révélé beaucoup de surprises.
Alors parmi ces découvertes vraiment d'éléments inattendus, on a par exemple la présence de glace d'eau dans les cratères polaires. Alors vous voyez sur cette image ici, radar de la topographie du pôle nord de Mercure, on voit en fait la profondeur des différents cratères. Donc on voit que les deux cratères situés ici ont une profondeur d'environ 5 km, donc la couleur bleu foncé. Et du fait de l'axe de rotation en fait, de Mercure, qui est vraiment perpendiculaire, la Terre, son axe de rotation est légèrement penché. Mercure, ce n'est pas le cas. Les cratères polaires, donc qui se situent au pôle Nord et au pôle Sud, vont être plongés dans la nuit éternelle. Et donc, on va pouvoir avoir la présence de glace d'eau qui va persister dans le fond de ces cratères de Mercure. Ensuite, une deuxième grosse découverte, c'est la richesse de la planète en éléments volatiles légers. Donc les éléments volatiles, c'est par exemple le carbone, le calcium ou le soufre. Et vous le savez sûrement déjà, la planète Mercure est très souvent surnommée la planète de fer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a une densité très élevée, surprenante par rapport à sa taille. Et donc, on imagine qu'elle a un noyau constitué de fer extrêmement large qui occuperait 40% du volume de la planète à peu près. Et donc, c'est pour ça qu'on s'attendait plutôt à observer à la surface de Mercure du fer, plutôt que des éléments légers qui auraient tendance à s'échapper de la planète au début de sa formation. Donc ça, c'est une découverte surprenante. Une autre découverte, ça a été le champ magnétique de cette planète. Donc ce qu'il faut savoir sur un champ magnétique, la Terre par exemple a un champ magnétique, elle le crée elle-même en quelque sorte, parce que dans le noyau terrestre, nous avons une partie externe qui est liquide, et donc on a dans ce cas-là un liquide conducteur en mouvement qui est le fer, et donc on va générer le champ magnétique de la planète, de la Terre. Sur Mercure, donc comme je l'ai dit au début, en apparence, elle ressemble beaucoup à la Lune. Et la Lune, c'est un objet ancien, plutôt refroidi. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un noyau liquide, pas de dynamique et de chaleur à l'intérieur. Et donc on s'attendait à la même chose pour Mercure. Et finalement, on a observé ce champ magnétique qui semblerait être induit par la planète. Et donc forcément, c'est une très grosse surprise. Enfin, on a découvert que Mercure a une histoire géologique très complexe et c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement. Donc voici son histoire un petit peu géologique. Donc on a pu découvrir par exemple des coulées de lave. Donc vous voyez sur cette image au nord ici des coulées de lave qui sont venues recouvrir les montagnes que l'on voit très bien ici. Et ça a du coup aplani et lissé la surface. Sur la deuxième image en bas, donc ce sont des images qui ont été traitées, analysées avec une analyse plutôt statistique, et donc on a appliqué de fausses couleurs à cette image, et ça nous fait ressortir la composition de la roche. Et donc on voit très bien cette zone au centre de l'image qui est plutôt orangée, marron, tandis que le bord est plutôt bleu. Alors cette zone orangée-marron, elle correspond à un bassin d'impact qui s'appelle le bassin de Caloris, qui a un diamètre d'environ 1550 km, et c'est le cratère d'impact le plus gros du système solaire. Et on voit donc bien qu'il a une composition différente, les roches sont différentes que la surface environnante en bleu. Les différents petits points vraiment très orangés que l'on peut voir, ce sont des cheminées volcaniques. Sur l'image ici à droite, vous pouvez voir un holose. Alors, la traduction de holose en français, c'est creux. Alors, comme on peut le voir au centre de l'image ici, on a un petit creux qui s'est formé dans la roche, entouré par un halo brillant. Et ça, ce sont des choses que l'on observe uniquement sur Mercure. On n'en a pas observé sur d'autres objets de notre système solaire. Et donc, forcément, c'est très intéressant. Vous pouvez voir que la taille est très petite. Hein. Vous avez l'échelle en bas de 1 km. Donc, ce sont vraiment de toutes petites unités géologiques. Et on pense qu'elles sont liées à la sublimation d'éléments volatiles, tels que le soufre ou le calcium. Enfin, sur l'image du bas, vous pouvez voir des petits escarpements lobés. Alors ça, ce sont le résultat du refroidissement de la planète. On a tout simplement une contraction de la planète au moment du refroidissement de celle-ci qui crée ces petits escarpements lobés.
Donc tout ça, c'est vraiment des découvertes très intéressantes et auxquelles on ne s'attendait pas. Et donc forcément, ces découvertes ont motivé l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale japonaise à envoyer une mission à destination de Mercure. Et cette mission, c'est Bepi-Colombo. Alors les objectifs de Bepi-Colombo, c'est tout d'abord d'améliorer la connaissance de la planète, bien évidemment, de trouver l'origine de ce fameux champ magnétique, d'étudier l'exosphère. Alors j'ai dit non, je ne l'ai pas dit, mais Mercure n'a pas d'atmosphère, ce qui nous permet d'avoir une surface vraiment intacte qui n'a pas été abîmée par la pluie, l'érosion. Mais par contre, elle a ce qu'on appelle une exosphère, qui est en quelque sorte une sorte d'atmosphère, mais beaucoup plus ténue, avec beaucoup moins de particules et surtout des particules ionisées. Enfin, un autre objectif de la mission, c'est d'analyser la magnétosphère. Donc la magnétosphère, c'est induit par l'interaction entre le champ magnétique de la planète et le vent solaire. Et enfin, de tester la relativité générale. Donc pour ça, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale japonaise ont collaboré et ont créé une mission composée de 4 modules. Alors le premier module que l'on voit ici à gauche, c'est le module de transfert. C'est en quelque sorte la locomotive de Bepi-Colombo. C'est le moteur qui va permettre aux sondes scientifiques d'arriver à bon port et donc à Mercure. Il est équipé d'un moteur à propulsion électrique et vous pouvez voir aussi de 2 panneaux solaires de 15 mètres de long de chacun de ses côtés. Donc sur cette image, ils sont pliés, mais une fois en l'air, ils se déplient. Le second module, c'est l'orbiteur planétaire MPO. Donc lui, il a été conçu par l'Agence spatiale européenne. Il a à son bord 11 instruments et il a pour objectif d'étudier la surface de la planète, enfin la planète en elle-même. Le troisième module, c'est le bouclier solaire. Alors il permet de protéger la sonde japonaise, donc l'orbiteur magnétosphérique MMO, durant le voyage. Donc cet orbiteur magnétosphérique, il est composé de 5 instruments et donc il a été conçu en intégralité par l'Agence spatiale japonaise. Donc on regroupe ces 4 modules ensemble pour le voyage, donc comme vous pouvez le voir sur cette image du bas. Et donc c'est parti pour aller explorer Mercure. Donc une fois arrivés à Mercure, les 2 sondes scientifiques vont se séparer du module de transfert et du bouclier. Le module de transfert et le bouclier vont continuer leur voyage dans l'espace et les 2 autres sondes vont se placer en orbite autour de Mercure. Donc le MPO, l'orbiteur planétaire, juste ici, va se placer sur une orbite très proche de la planète avec une distance maximale de 1500 km de la surface. Et donc, il a pour objectif d'étudier, comme je le disais, la surface et l'intérieur de Mercure. Le second orbiteur, japonais, qui est juste ici, a pour objectif l'étude de l'environnement planétaire de Mercure. Et donc, pour ça, il aura une orbite beaucoup plus elliptique et surtout avec une distance maximale bien plus éloignée que l'orbiteur planétaire. Donc, la sonde japonaise MMO, un petit peu plus en détail, donc elle a une masse totale de 275 kg avec une masse charge utile de 45 kg. Alors, la masse charge utile, c'est tout simplement les instruments scientifiques. Donc, parmi les pays qui ont contribué à la conception de cette sonde, nous avons bien sûr la France, avec notamment l'instrument Sorbet que vous voyez ici, qui a été conçu à l'Observatoire de Paris. Le deuxième orbiteur, MPO, donc l'orbiteur planétaire, il a une masse totale beaucoup plus importante. Il fait 1150 kg environ, avec une masse charge utile relativement faible par rapport à sa masse totale, qui est de 80 kg. Donc, encore une fois, parmi tous les pays européens et le Japon et aussi les États-Unis qui ont contribué à cet orbiteur, nous avons la France, avec notamment, vous avez ici la suite instrumentale Symbiosis, qui est constituée de télescopes de caméras qui nous permettent de faire des images à très haute résolution, ainsi que des images en couleur de la surface de Mercure. Et parmi ces instruments, il y a le spectro-imageur VI, qui a été conçu à l'Observatoire de Paris également. Et vous avez enfin un dernier instrument qui ici est Phébus, et il a été conçu au LATMOS, et son objectif est lui d'étudier l'exosphère de Mercure.
Donc Bepi Colombo, c'est avant tout un défi technologique énorme. Donc dans le spatial, en général, on réutilise très souvent la technologie que l'on connaît déjà. Vous avez l'exemple des petits rovers américains qu'on envoie sur Mars, Curiosity, Opportunity. Finalement, ils se ressemblent beaucoup et la technologie est très souvent la même. On essaye juste de faire des choses plus performantes et plus adaptées avec les connaissances qu'on acquiert au cours du temps. Pour le cas de Bepi Colombo, ça n'a pas été possible de faire ça puisque c'est une mission très très proche du Soleil et c'est la première fois que l'Agence spatiale européenne allait aussi près du Soleil, aussi loin dans le système solaire interne. Et donc on a, comme on le disait au début, des variations extrêmes de température, de plus de 600 degrés de différence. On a un rayonnement infrarouge de la planète du fait de sa très haute température, 430 degrés, qui est vraiment important. Et on a des radiations solaires très intenses et aussi un ensoleillement 10 fois supérieur à celui reçu sur Terre. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et donc vous avez donc ici sur ces deux images les deux orbiteurs qui sont remis en condition, c'est-à-dire qu'on les place dans ce simulateur qui se trouve aux Pays-Bas. Et donc on peut mettre donc, les modèles thermiques des engins dans les conditions dans lesquelles elles se trouveront au niveau de l'orbite de Mercure. Alors nous avons ce défi technologique et puis on a un second défi qui est le voyage. Alors en effet, j'aimerais, pour introduire un peu ce défi énorme qui est le voyage de Mercure, faire une comparaison avec la sonde Bepi Colombo et la sonde Cassini qui est allée voir la planète Saturne. Donc, la distance minimale à la Terre de Mercure, c'est 77 millions de kilomètres, comparée à la distance Terre-Saturne, qui, elle, est de 1200 millions de kilomètres, donc 1,2 milliard de kilomètres, donc c'est énorme. Et pourtant, on remarque que le temps de voyage pour les deux sondes est exactement le même. On met 7 ans pour parcourir ce petit chemin ici représenté en bleu, et 7 ans pour parcourir cette grande distance ici en violet. Et on remarque très bien que la distance parcourue par la sonde Bepi Colombo sera de 8,6 milliards de kilomètres à la fin de la mission, tandis que Cassini a parcouru durant toute la mission 7,9 milliards de kilomètres. Alors pourquoi on met autant de temps pour aller à Mercure qu'à Saturne? Eh bien tout simplement parce que aller en direction du Soleil et du système interne, ça demande énormément d'énergie et c'est très compliqué. Et donc pour ça, on utilise différentes techniques. Donc on utilise déjà un moteur à propulsion électrique qui va nous permettre de freiner de manière assez constante. Mais surtout, on utilise ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Alors l'assistance gravitationnelle, c'est une technique qui a été rendue possible grâce à cet homme, qui est juste ici, Giuseppe Colombo, qui, grâce à ses calculs dans les années 70, a permis à la mission Mariner 10, dont on parlait tout à l'heure, d'effectuer les survols de Mercure. Et donc c'est pour ça que la mission Bepi Colombo a été nommée en son hommage. Donc revenons à l'assistance gravitationnelle. Alors qu'est-ce que c'est? Vous savez très bien que dans l'espace, les corps s'attirent. Et plus le corps va être volumineux et plus il va attirer, par exemple, notre petite sonde Bepi Colombo. En fonction de la distance à laquelle Bepi Colombo va passer d'une planète, prenons par exemple l'exemple de la Terre, en fonction de la distance à laquelle elle va passer de cette planète, la proximité à cette planète et le côté par lequel elle va passer, la trajectoire de Bepi va pouvoir être modifiée, donc sa trajectoire va pouvoir changer, plutôt que d'être rectiligne, elle va pouvoir dévier légèrement, et aussi sa vitesse va pouvoir soit décélérer, soit accélérer en fonction de l'endroit par lequel elle arrive. Et donc Bepi Colombo va effectuer 9 assistances gravitationnelles, une de la Terre, 2 de Vénus et 6 de Mercure. Ce qui nous fait 9 assistances gravitationnelles, et ça c'est vraiment un record dans les missions planétaires. Le résultat de ces 9 assistances gravitationnelles, ce sera 18 tours autour du Soleil avant d'arriver à la planète. Alors, le déroulement de ces étapes importantes. Alors la première étape, elle a eu lieu le 20 octobre 2018 avec le lancement de Bepi Colombo. Donc Bepi Colombo, lors du lancement, est située ici, dans le lanceur Ariane 5, dans la coiffe de la fusée. Elle représente à peu près la moitié du volume de la coiffe.
Et la sonde, au décollage, pèse environ 4 tonnes. Le lanceur entier, au décollage, fait plus de 700 tonnes. Donc on a vraiment un décollage important, mais qui s'est très bien passé, donc depuis Kourou, en Guyane, le 20 octobre 2018. La deuxième étape, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Donc le lancement s'est très bien passé, et donc suite au lancement d'une sonde, on a toujours ce qu'on appelle une séquence automatique qui est programmée déjà à l'avance et qui nous permet de faire les premières opérations au niveau de la sonde. Et l'une des opérations les plus importantes et les plus cruciales, c'est le déploiement des panneaux solaires, et dans le cas de Bepi, ça s'est extrêmement bien passé, comme nous le confirme cette première image qui a été envoyée de la sonde jusqu'à la Terre. Donc c'est une image qui a été prise par une webcam à bord du module de transfert, et donc on voit très bien que le panneau solaire s'est magnifiquement bien déployé et que donc tout fonctionne. Alors c'est une étape cruciale, comme je le disais, puisque si le panneau solaire ne se déploie pas correctement, on ne peut pas avoir l'énergie, et donc la mission peut prendre fin immédiatement. Ce n'est pas le cas de Bepi, les deux panneaux solaires se sont très bien déployés. La deuxième étape, ça a été le déploiement de l'antenne que l'on voit ici. Et ensuite, les instruments ont été testés pendant plusieurs mois pour voir s'ils avaient bien supporté les vibrations liées au décollage. Et donc vous avez par exemple ici le déploiement du magnétomètre, donc ce qu'on appelle le boom du magnétomètre. Et enfin, sur la deuxième image, vous avez la rotation des panneaux solaires. Alors pourquoi les panneaux solaires sont capables de tourner? C'est tout simplement qu'il faut les orienter de façon différente durant le voyage, puisque lorsqu'on va se rapprocher du Soleil, forcément l'énergie va devenir beaucoup plus intense. On va avoir trop d'énergie finalement qui vont arriver sur ces panneaux solaires, et donc il faut qu'on soit en mesure de les rabattre de manière à ce que tout le panneau solaire entier ne soit pas forcément éclairé par le Soleil, afin qu'il n'y ait pas une surcharge de celui-ci. Donc la deuxième étape, la voici, ça a été le survol de la Terre, donc qui a eu lieu le 10 avril 2020, malheureusement en plein confinement, mais les ingénieurs de vol ont pu réussir à avoir des dérogations, et donc le survol s'est très bien passé. On voit ici une image de la Terre au point presque le plus proche. Et voici quelques petits gifs. Donc sur le premier, on voit très bien que Bepi se rapproche de la Terre. Donc c'est un gif qui a été réalisé avec les images de la veille du flyby. Ici, vous avez le survol, donc on voit bien la Terre juste ici. Et enfin, je vous montre une image que je trouve vraiment incroyable. Donc vous avez ici au centre la Terre. Donc cette image a été prise le lendemain en fait, du survol, donc un jour après, le 11 avril. Et sur cette image, alors je pense que vous ne le voyez pas, mais ici, nous avons la Lune. Ce tout petit pixel brillant, c'est la Lune. Et donc je trouve cette image vraiment incroyable. On voit la Terre avec son compagnon. Donc la prochaine étape, c'est le premier survol de Vénus, et elle aura lieu le 15 octobre 2020, donc la semaine prochaine, à 3h57 UTC précisément. Ce survol, il se fera à une altitude autour de 10 660 km. Donc le second survol de Vénus, lui, il aura une altitude beaucoup moins élevée. On passera seulement à 550 km de la surface de Vénus. Et donc le temps d'opération pour ce flyby, ce sera 2 jours avant et 2 jours après le passage au plus proche de Vénus. Donc ça fait que pendant 4 jours, les ingénieurs de vol vont être très concentrés. Et enfin, donc, les instruments qui seront en marche durant le survol, en fait, il y en aura 3 sur la sonde japonaise et 8 sur la sonde planétaire, donc européenne. Pourquoi pas les 11? Eh bien, tout simplement parce que certains, en fait, sont localisés sur les faces qui sont collées aux faces du moteur, par exemple, ou du bouclier. Donc ces instruments-là ne peuvent pas fonctionner. C'est le cas, par exemple, de la caméra avec l'instrument VI, malheureusement. Mais par contre, on aura sur le module de transfert les 3 petites webcams qui nous prendront les images, comme on a pu le voir tout à l'heure, de la Terre. Alors, où en est Bepi aujourd'hui? Donc, la distance au Soleil, à l'heure où nous parlons de Bepi, c'est plus de 100 millions de kilomètres. Donc, vous voyez la sonde, elle est juste ici, à côté de Vénus qui est juste là, la Terre et Mercure qui est ici, au centre le Soleil.
Donc sa distance à Mercure ici est de plus de 157 millions de kilomètres, donc on est encore loin. Et sa distance à Vénus est de 6 millions de kilomètres. Donc vous voyez qu'ici, finalement, on n'est pas si proche que ça. Il reste encore 6 millions de kilomètres à parcourir avant la semaine prochaine. La distance à la Terre, c'est 160 millions de kilomètres. Et ça implique que le signal met 535 secondes à voyager depuis la sonde jusqu'à la Terre. Alors 535 secondes, c'est environ 9 minutes, ce qui veut dire que le signal, à partir du moment où on l'envoie depuis la Terre jusqu'à la sonde le recevra 9 minutes plus tard et inversement, lorsque la sonde nous envoie des messages, nous les recevons sur Terre que 9 minutes après. Donc c'est un délai à prendre en compte pour les ingénieurs lors du survol par exemple. Et enfin, depuis son départ de la Terre, Bepi Colombo a parcouru presque 2 milliards de kilomètres, ce qui est encore loin des 8,6 milliards qu'il a à parcourir. Donc enfin, je voudrais terminer cette présentation par un petit récapitulatif. Donc on a Bepi Colombo. Bepi Colombo, c'est quoi? C'est 2 sondes issues d'une collaboration, européenne et japonaise, donc la sonde MMO japonaise et la sonde MPO européenne. Le voyage jusqu'à Mercure durera 7 ans avec 9 survols de planètes et ça c'est un record. C'est la première mission avec autant d'assistance gravitationnelle dans le système solaire. L'arrivée à Mercure est prévue en 2025 et bien sûr la prochaine date importante c'est le 15 octobre 2020, donc la semaine prochaine, le survol de Vénus que je vous invite tous à regarder l'actualité, donc les jours qui suivront ce survol où nous pourrons sûrement voir des images de Vénus. Et enfin, je vous donne rendez-vous sur le site planètemercure.fr. Donc sur ce site, vous pourrez trouver plein d'informations sur la sonde Bepi Colombo ainsi que sur la planète Mercure. Et notamment, vous avez un jeu de société de Bepi Colombo pour apprendre en famille tout en s'amusant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je pense que maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci Océane. Donc effectivement, nous avons quelques questions, mais n'hésitez pas à en poser pendant que je les pose à Océane. Alors une première question concerne le champ magnétique. Oui. On me dit, puisqu'elle ne tourne pas, comment cela se fait-il qu'il y ait un champ magnétique? Peut-être que la surface tourne très lentement, c'est peut-être ça qui... Oui, voilà, c'est ça. Alors elle tourne quand même, bien évidemment, et donc elle tourne sur elle-même plus lentement que la Terre, on a dit 59 jours, mais elle tourne quand même et donc on peut avoir quand même un champ magnétique qui est induit par la planète. D'accord. Une autre question, pourquoi Mercure est excentrique, si excentrique? Est-ce qu'il y a une relation avec cette résonance spin-orbite? Donc elle est excentrique, Mercure. Vous avez donné un chiffre, c'est ça, 0,02? Non, je ne crois pas avoir donné de chiffre. Donc elle est très allongée. Oui. Et donc une question se pose de l'origine de cette excentricité. Je ne sais pas si on sait. Non, et est-ce que c'est relié au fait qu'elle tourne sur elle-même en résonance par rapport à son orbite autour du Soleil? Oui, alors oui, en fait, donc Mercure est en résonance 3,2. Donc elle fait 3 tours sur elle-même en 2 tours autour du Soleil. Et donc elle tourne relativement lentement, en fait, surtout sur elle-même par rapport à le fait qu'elle tourne autour du Soleil. Donc voilà, on a une orbite un peu particulière de Mercure. Alors, je viens de voir une autre question. Alors, quelle est l'origine... Oui. Alors, comment s'analyse la magnétosphère? Alors, la magnétosphère, on peut l'analyser de différentes façons. Alors, ce qu'on analyse surtout, c'est le plasma qui est généré en fait dans cette atmosphère. Donc, ce sont des particules ionisées liées à l'interaction du vent solaire. Donc, forcément, on étudie ce plasma, en fait, l'énergie de ce plasma, la température, etc. On peut mesurer parfois des particules également. On a des instruments qui peuvent capter des particules dans l'environnement de Mercure. Et puis, on peut aussi directement analyser en fait, le vent solaire plutôt que toute la magnétosphère en elle-même. Et donc, on peut mesurer en fait, aussi l'intensité de cette magnétosphère avec des instruments comme un magnétomètre, par exemple, ou un autre instrument qui va étudier les ondes liées au plasma, par exemple. Voilà, j'espère que ça répond à la question.
Alors, je prends mon ordinateur, comme ça c'est plus simple, et je peux suivre vos questions. Donc, Encelade nous demande, c'est le pseudo, 9 assistances gravitationnelles, c'est beaucoup. On imagine qu'il y aura des corrections. Dans ce cas-là, est-ce que c'est des corrections par le moteur électrique ou il y a autre chose? Oui, oui. Oui, alors c'est exactement ça. Le moteur, on peut lui donner des petites impulsions. Alors ce sont des impulsions, le moteur à propulsion ionique, donc c'est différent du moteur chimique en fait. Le moteur chimique, on va avoir de fortes impulsions qui seront très courtes dans la durée. Le moteur à propulsion électrique, ce sera différent. On va avoir des propulsions constantes, mais sur une longue période en fait. Et donc ça va pouvoir nous faire des petits ajustements, exactement. C'est pour ça que les ingénieurs doivent être, comment dire, au taquet lors des survols pour vérifier tout ça et pour vérifier que tout se passe bien et faire des corrections de dernière minute si besoin. Alors une question, peut-être par rapport à la conférence d'hier qui parlait d'exoplanètes. Oui. Est-ce que Mercure a pu être un jour dans la zone habitable ? Alors, Mercure est extrêmement proche du Soleil, hein. Donc on a des températures qui sont très très élevées et surtout ce qui se passe à cette distance du Soleil, c'est qu'on a surtout de la roche et finalement très peu de gaz. Le gaz est très très vite soufflé finalement, donc on n'a pas de formation d'atmosphère par exemple, donc on ne peut pas considérer que Mercure a un jour été habitable forcément du fait de sa proximité au Soleil. On a des radiations extrêmement importantes, donc ça ne rentre pas dans la zone habitable, en fait, dans les conditions nécessaires pour faire partie de la zone habitable. Alors, donc, les questions fusent, hein, je pense que ça a provoqué la curiosité de tout le monde. Alors, une question pointue d'ailleurs, Mercure n'a pas de lune, vous en avez parlé en fait, c'est quelqu'un qui a bien deviné. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi ? Oui, alors non, je n'en ai pas parlé. Alors pourquoi ? C'est tout simplement parce que finalement, Mercure est extrêmement proche du Soleil et donc tout objet en orbite autour de Mercure n'est pas stable et donc il aura tendance à vite s'échapper de l'attraction en fait, de Mercure comparée à l'attraction du Soleil qui est énorme juste à côté. Alors une question qui est à propos, puisque vous êtes doctorante, oui. Comment on peut, dans son travail, s'insérer dans un si grand projet international ? Alors, c'est tout simplement parce que je fais partie d'une équipe, j'ai un directeur de thèse vraiment génial qui fait partie de cette mission, qui a conçu en fait l'instrument VI et donc forcément je fais partie de tout ça. Et donc moi j'étudie des données de la sonde Messenger donc, qui ont été faites entre 2011 et 2015 et ces données en fait ont été faites par un instrument qui est très similaire à l'instrument VI, enfin en tout cas qui fonctionne sur le même principe. VI est seulement une amélioration de l'instrument que l'on avait sur Messenger et donc forcément je suis très reliée à cet instrument puisque mon rôle est d'étudier les données qui ont déjà été faites pour trouver de nouvelles cibles à cette mission. Mercure est-elle entièrement recouverte de lave ? Alors, on peut supposer qu'à un moment, Mercure était finalement une grosse boule de lave hein, et qu'il a refroidi, ce qu'on appelle un océan de magma. Ça a été le cas par exemple de la Lune au tout début de son histoire. Donc on peut imaginer que Mercure a été au tout début de son histoire recouvert, enfin un océan de magma finalement. Et une fois solidifié, on a eu de nouveaux épisodes volcaniques et donc notamment du volcanisme effusif, donc qui a recouvert une grande partie de la surface. Environ 27% de la surface finalement est recouverte par de la lave issue des éruptions effusives et la quantité de lave issue des éruptions explosives, donc qui sont un autre type de volcanisme, c'est ce que je m'efforce de calculer. Donc je suis actuellement en train de faire l'inventaire de tous ces dépôts volcaniques pour pouvoir en mesurer la taille exacte à la surface de la planète. Mais non, toute la surface de la planète n'est pas recouverte, on a des parties qui sont liées à un refroidissement très très ancien. Alors peut-être deux questions qui sont reliées par rapport à la proximité du Soleil. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller aussi près? Et puis quel risque pour la sonde? Alors oui, il y a des intérêts à aller aussi près. Le premier intérêt, c'est Mercure, forcément. Le second intérêt, c'est, on a dit, l'étude de la magnétosphère de Mercure. Et donc forcément, un champ magnétique aussi proche du Soleil, ça nous intéresse forcément, évidemment, puisque c'est un cas vraiment particulier. Donc voilà, on va aussi proche du Soleil. Alors les risques pour la sonde, c'est tout simplement une surchauffe en fait des matériaux. Donc c'est pour ça qu'on a des sondes très très lourdes, parce qu'en fait on a énormément de protection thermique
thermique, de couches thermiques en fait très élaborées qui protègent la sonde. On a même un radiateur dans le cas de Bepi qui nous permet d'évacuer la chaleur créée par les instruments. Donc on a ces problèmes de température qui sont vraiment importants. Et donc on a vraiment une séquence qui est vraiment bien faite, c'est-à-dire que si la sonde se retrouve éclairée là où il ne faut pas, en fait, dans les 3 secondes qui suivent, il faut vite qu'elle change de position, puisque sinon ça risque de brûler en fait, si ce n'est pas protégé. Donc il y a vraiment ce problème-là qui peut vraiment se passer ça fond en fait, si ce n'est pas protégé. Donc on a besoin de protéger. Donc c'est vraiment le problème principal, la température et les radiations solaires bien évidemment, hein, puisque les radiations sont bien plus importantes à ce niveau-là du système solaire. Voilà. Alors les questions continuent, hein, le sujet passionne apparemment. Alors je vous disais qu'il y avait des internautes pointus, on parle de la vie. La découverte de la phosphine qu'on a découverte récemment sur Vénus. Alors une question, ma foi, pertinente. Qu'en est-il de Mercure? Alors, donc, sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, on n'observera pas de phosphine a priori. Qu'en est-il de Mercure pour la vie? Alors, Mercure, on ne cherche pas la vie sur Mercure, hein. A priori, on n'est pas censé en trouver, enfin du moins, ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Non, au niveau de Mercure, les températures et les radiations sont vraiment extrêmes, donc on ne s'attend pas à trouver de forme de vie telle qu'on la connaît en tout cas. Par contre, on a quand même cette glace d'eau dans les pôle Nord et pôle Sud, dans les cratères polaires, qui est vraiment quelque chose de très intéressant, qui peut vraiment être intéressant, mais a priori, on ne trouvera pas de vie sur Mercure. Enfin, du moins, je ne pense pas. Alors, une question qui est aussi pertinente, c'est pourquoi Mercure a été si peu étudié jusqu'à présent? Alors, pourquoi elle a été si peu étudiée? Alors déjà au début, c'est parce que en apparence, elle ressemble beaucoup à la Lune, hein. Donc au début, quand on l'a observée pour la première fois depuis la Terre, etc., on s'est dit finalement c'est une deuxième Lune. Donc pourquoi aller voir Mercure qui est très loin alors qu'on a la Lune juste à côté? Donc ça a été la première chose. Et puis bien sûr, après, sa proximité au Soleil, hein, comme je vous le disais, c'est pas évident. Dans les années 1970, on ne savait pas aller à Mercure, et c'est grâce au calcul de Giuseppe Colombo, en partie en fait, qu'on a réussi à y aller avec la sonde Mariner 10. Mais c'était pas du tout prévu à la base, hein. Ça devait vraiment aller uniquement survoler Vénus. Donc c'était compliqué pour le voyage, et on ne pensait pas que ce serait une planète si intéressante. Finalement, l'exploration a montré qu'elle était vraiment surprenante et des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Donc c'est pour ça qu'on a voulu y retourner. Alors une question sur la fin de vie de la mission. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, alors la mission est prévue à partir du moment où donc la sonde se mettra en orbite autour de Mercure. On a 1 an de mission nominale, ce qu'on appelle donc nominale, la mission de base, et elle peut être étendue d'1 an supplémentaire pour augmenter jusqu'à 2 ans après la mise en orbite. Alors une autre question sur le pilotage de la sonde. D'où est-ce piloté? D'où est-ce piloté? Alors, c'est les ingénieurs de vol qui se trouvent à l'ESOC en Allemagne qui gèrent toutes ces choses-là. Donc, ce sont eux qui le font. Et bien sûr, on communique avec la sonde à partir de télescopes répartis un peu partout sur la surface de la Terre, puisque quand l'Allemagne est de l'autre côté de la Terre, il faut quand même pouvoir communiquer avec Bepi. Donc, on a tout un réseau de télescopes sur Terre qui nous permettent de communiquer avec les sondes spatiales. Alors, on nous pose une question sur le champ magnétique et son rôle de bouclier et qui a induit donc ces aurores polaires sur la Terre. Est-ce que c'est aussi possible sur Mercure? Alors, sur Mercure, le champ magnétique est beaucoup plus faible que celui de la Terre. Donc, c'est vraiment un champ magnétique extrêmement faible par rapport à celui qu'on a sur Terre. Donc, c'est un peu différent. Ensuite, au niveau des aurores qu'on a sur Terre, c'est une interaction avec l'atmosphère en général, et on n'a pas ces particules en fait qui vont créer des aurores a priori sur Mercure. Bon, écoutez, je crois que bon, allez, encore une ou deux questions, et puis on va clore cette conférence. Envisage-t-on la présence de glace dans les zones les plus froides? Y a-t-il des zones tempérées?
Alors, donc oui, on pense qu'il y a de la glace d'eau, hein, donc on n'est pas sûr que ce soit de la glace d'eau, mais on a vu quelque chose de très brillant dans ces cratères polaires grâce à des images radars en fait. Donc oui, on pense qu'il y a cette glace d'eau dans les cratères polaires. Par contre, ce qu'il se passe à la surface de Mercure, c'est que les températures sont tellement grandes, il y a une très faible pression à la surface vu qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc dès que cette glace va être éclairée par le moindre rayon du Soleil, elle va automatiquement se sublimer, donc elle va passer de l'état solide à l'état de gaz en quelques secondes, et donc elle va tout de suite disparaître finalement, et puis s'échapper a priori de l'attraction de Mercure, donc on ne la reverra plus. Mais dans les zones vraiment à l'ombre, on espère pouvoir en observer avec les instruments que l'on a actuellement et l'étudier pour savoir si, de quoi est vraiment composée cette glace. Est-ce que c'est vraiment de l'eau? Est-ce qu'il y a différentes couches, etc. Est-ce qu'il y a des zones tempérées? Alors oui, il peut y avoir des zones un petit peu entre températures, donc entre 430 et moins 170 bien évidemment. 430 c'est le point qui est éclairé vraiment très très longtemps au soleil et donc forcément avec la rotation, certains points vont se retrouver un petit peu plus à l'ombre, moins longtemps au soleil que d'autres, etc. Donc on aura des températures un peu différentes. Tempérées, peut-être pas trop vu qu'on n'a pas d'atmosphère et donc l'atmosphère nous sur Terre nous permet de garder cette température tempérée, de limiter les écarts de température. Sur Mercure on n'a pas d'atmosphère donc on ne limite pas vraiment ces écarts de température, donc on peut avoir des écarts extrêmement importants sur deux points relativement proches à la surface de Mercure. Voilà, l'heure tourne, il est temps d'arrêter les questions. Merci beaucoup pour cette conférence, Merci. Merci Alors, beaucoup. vous pouvez revoir cette conférence et toutes les autres en replay. Alors, demain, vous revenez pour une conférence pour les jeunes. Oui. Vous parlerez aussi spécialement de votre travail de thèse à l'Observatoire. Oui. Et demain soir, nous aurons une autre conférence sur un grand sujet d'actualité à l'Observatoire. C'est la mission Gaïa qui est chargée de mesurer la position de milliards d'étoiles. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bonne soirée, merci.